Bonjour et bienvenue à la 20e émission de The Call. Donc évidemment aujourd'hui notre cher Hugo est complètement mort, il est décédé, il n'a pas eu non plus de très bonnes journées pour on l'a enterré hier soir. Son sommeil est en compromis et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui pour cette sûrement dernière émission je prends la parole pour vous présenter un peu ce qu'on va avoir et ce petit tour de table. Donc je vais commencer par ma gauche avec notre Miss présentatrice météo préférée. Bonjour. Bonjour à toi Mathis, très belle présentation comme d'habitude. On a évidemment Hugo qui un peu explose, donc on va très vite passer au suivant. Salut. Faut que tu te présentes, comment vas-tu ? Moi c'est Noah. Bravo, merci de nous avoir... Je suis banquier de passion et taxidermiste de profession. Merci beaucoup, nous allons passer à la personne suivante, Tancred. Bien le bonjour. Oui. Bien, Voilà. Merci. Nous allons passer à la personne suivante, Maude. Tu es obligé de parler. Maud, elle a pas de micro pour l'instant. Non. Ah, elle nous a quand même laissé un petit nom pour On nous entendra dire... peut-être s'il y avait Peut-être. suffisamment de gains. Peut-être. Peut-être. Enfin, ça m'étonnerait avec le micro de Tristan, mais on verra. Ouais, j'avoue. Tristan, évidemment, en suivant. Oui, bonjour, prêt à vous emmerder comme d'habitude. Non, Si. au suivant. Bonjour à tous. Bonjour, présente-toi, présentez-vous. Alors, Ah, elles se sont déjà présentées, c'est juste toi qui n'as pas retenu les prénoms, comme d'habitude. Non, mais évidemment, je retiens pour ceux qui sont là déjà Mais présents. qu'est-ce qu'un mais prénom sinon c'est une plus chose compliqué pour moi pour te absurde et totalement arbitraire? Bon, J'arrive pas à sinon, parler. c'est Mathilde qui est là, Voilà. à qui on peut dire bonjour quand même. Voilà. Ouais. Et Sans ton Zaineb, débat philosophique. pareil, qui est Mec là ou depuis le 3 émissions déjà, mine de rien. Oui. Israël ou Palestine? Je parle pas Quoi Tu devrais parler Israël. plus, Excusez-moi. même si Miss Météo ne parle pas beaucoup. Bon, Qui est là, et tu te bah, lances maintenant que nous avons fait ce petit tour de table aujourd'hui, et on va pas se mentir, on est pas mal quand même, on est 9 autour de cette table, ce qui est pas mal. Et donc nous allons commencer avec la première émission qu'il y a donc depuis qui a commencé à la 19e émission, qui est celle de Évangélion. Donc la mienne, évidemment, hein, la meilleure, et on va pas se mentir. Toi, on te fait faire le truc une fois, tu prends direct beaucoup trop à confiance, va falloir se calmer. Mais On va écouter ça. On va laisser ça au capter. montage. Hein. je suis triste. Sinon, je vais faire exprès de redoubler pour vérifier que tu fasses pas trop de merde. Reste avec nous. Et donc, ce sera sûrement la chronique de Tristan après. Et si on a un peu de temps, celle de Tancred. Oui, mais je ne pense pas. On verra. Mais sait-on On jamais. a du lourd. Sait-on jamais. Et donc, il est temps pour moi de commencer avec ma chronique. Hein. C'est un peu bizarre de commencer sa propre chronique comme ça, mais let's go après le jingle. Bon, après de nombreuses guerres civiles au sein de la radio pour savoir qui va introduire Aquila, je me dévoue parce que finalement, ça, Personne n'est chaud. je sais pas si tu vas garder au montage le nombre de fois où on a fait « tu me lances ?» Mais- Je verrai. Ce sera Du coup- un moment drôle. On les a fait suffisamment attendre, on va t'écouter pour la suite et fin de ta magnifique chronique sur Évangélion. Merci beaucoup Hugo de m'avoir introduit héros de cette salle. Et donc, Yes. et donc je vais parler donc de Évangélion. Donc la semaine prochaine, la semaine dernière, nous avions parlé. Donc j'avais commencé à parler de Évangélion. Bon, on n'a pas eu assez de temps, donc voilà, j'ai pas fini ma chronique. Donc pour résumer, j'avais parlé donc de plusieurs points et l'entrain des fans sur cette série, la catégorie dans laquelle elle était classée, le nom et les différences entre les films de Évangélion, et un petit peu le héros de Ikari Shinji et son statut familial, avec son père Gendo Ikari. Vous aurez pu le remarquer, il a écrit cette fin de chronique. Et oui, j'ai écrit cette fin de chronique, sinon Ça c'était s'entend directement. injouable. Bravo à toi. Entièrement, bravo. Bon, et donc, tu vas me laisser finir, toi. Peut-être. J'aimerais donc revoir le personnage du héros, donc Ikari, sur sa psychologie et son statut mental, qui est extrêmement importante dans l'anime. Donc pour introduire ce héros, donc, je vais d'abord parler de son prénom Ikari Shinji, mais aussi des personnages qui sont autour du héros. En fait, les personnages qui sont autour de Ikari, on va les revoir un petit peu plus tard, on va voir leur importance après, mais il y a aussi un jeu de mots qui va avec le prénom Ikari Shinji, qui fait que la relation avec les autres personnes autour marque une différence. En fait, Ikari en japonais, ça veut dire la colère, et Shinji, c'est un raccourci du mot shinjiru, qui veut dire croire. Et donc,
évidemment, on peut se dire que c'est un pur hasard. Or, le personnage de Hikari, il n'est pas tant coléreux que ça. Il a quelques excès de colère que l'on peut voir dans l'animé, mais ça reste pas un enfant qui est Non. tout le temps énervé, entre guillemets. Non, ces accès de colère, elles viennent assez tardivement. Elles viennent assez tardivement, surtout pour les actions que vont commettre, entre guillemets, son père, qui va l'émouvoir, entre guillemets, enfin, qui va le mettre hors de lui. Ouais, au début, il est même plutôt assez passif. Il était assez passif, on découvre un peu avec sa vue le NERF, donc la société donc, qui dirige les évangélions, etc. Et donc, on n'a pas une première image du personnage qui va avec son prénom. Et au fur et à mesure, donc, on voit sa relation avec les personnages, mais surtout, ce qui est intéressant avec son prénom, c'est qu'on a déjà la première partie avec Hikari, donc la colère, et Shinji-le. En fait, le jeu de mots ici va introduire une théorie qui est la théorie de l'hérisson. En fait, la théorie de l'hérisson, c'est une théorie qui est reprise dans l'animé, d'ailleurs, qui est citée plusieurs fois par les personnages autour de Shinji et Shinji lui-même. C'est en fait la peur, le risque de rentrer en contact avec des personnes et donc de parler avec eux et de se retrouver à les blesser avec ces mots de manière inconsciente ou consciente, et à l'inverse se blesser lui-même aussi. Et donc c'est comme ça que le personnage donc, de Hikari va se refermer sur lui-même et va créer entre guillemets ce bouclier, cette paroi entre lui et les autres. Et donc c'est cette première théorie qui va être prise pour le héros et que l'on va découvrir de son point de vue. Et cela va aussi introduire l'autre thème, on va dire, qui est assez célèbre et assez important dans Evangelion, c'est celle de la dépression. Évidemment, dit comme ça, il faut l'avoir vu dans la série entière et comprendre un peu tout ce qui se passe autour. C'est un petit peu compliqué à vue d'œil comme ça de se dire que ça parle entre guillemets de la dépression. C'est un peu comme si tu devais décrire un texte de français ou un texte de philo. C'est pour ça que je ne vais pas non plus trop en parler parce que je préfère que chacun se fasse sa propre idée de Evangelion, parce que ça reste quand même un animé pour tout âge entre guillemets. Tu auras la première... Je suis pas pour tout âge. Je dis tout âge entre guillemets. Pourquoi ? Parce que bon, évidemment, il y a plusieurs scènes qui vont faire que c'est un peu limite ça. Mais attends. Pas que dans les scènes, parce que aussi dans les. Pas que dans les scènes, voilà. Et les thèmes abordés comme la dépression. Les thèmes abordés, par exemple, sont un sujet qui montre que ça fait un peu plus adulte qui ne pourrait pas aller à une personne un peu trop jeune. Par exemple, imaginons. Il est considéré dans les seinen, mais si tu le regardes à l'âge de 13 ans, tu n'auras pas la même vue à l'âge de 13 ans qu'à l'âge de 30 ans, c'est logique. Et on voit les différentes facettes donc, de Evangelion au fur et à mesure, et plus particulièrement. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre une remarque ? Oui. Parce que moi, je me souviens quand je l'avais vu, ce qui m'avait assez étonné, c'est que il y avait d'une part l'histoire avec les anges qui attaquent l'humanité, où on ne sait pas d'où ils viennent, donc il y a tout un mystère autour d'eux. Et à la fois, il y a toute l'histoire autour du développement des personnages, de leur caractère psychologique, donc du héros Shinji et des autres, de la relation avec son père. Et donc en fait, je trouvais que c'était assez complet. Et en fait, moi, je croyais que c'était genre deux histoires parallèles qui se mélangeaient pas. Mais je crois que la semaine dernière, tu m'avais dit que justement, c'était entremêlé, c'est ça ? En fait, le destin des personnages autour de Shinji, justement, en fait, la première théorie de l'hérisson que j'ai expliquée tout à l'heure, elle va influer sur les personnages qu'il y a autour. Par exemple, le personnage de Misato, qui est donc la personne qui va... C'était le colonel ou le général du NERF, donc la personne juste après le père de Shinji. Donc une personne qui n'est pas non plus un sous-fifre, entre guillemets, enfin un officier à côté. Et c'est un personnage assez important. Et on va voir une très grosse différence entre le travail qu'elle va mener et sa vie privée. Ce qui... Shinji, en fait, va... À la vue de cette différence, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais... le père de Hikari, donc, il a tellement peu de contact avec lui qu'il lui laisse une chambre où il n'y a rien d'aménagé, où il y a 3 cartons avec ses affaires à Shinji, avec une pièce qui est peut-être plus grande que la salle Europe, et énorme, blanche, avec rien, comme une salle d'hôpital, et lui dit « tu vas vivre là maintenant ». Ça donne pas non plus très envie, surtout qu'il n'y a personne dans l'immeuble. Dans l'immeuble, c'est pas dans la chambre ou dans les chambres à côté au même étage, c'est dans l'immeuble, il y a personne. C'est le père. L'immeuble à lui tout seul, il peut faire de grosses nouvelles.
Justement, Ikali justement est pas du tout ce genre de personne. C'est pour ça c'est pour ça que c'est pas intéressant entre guillemets pour lui. Voir cette chambre, c'est même plutôt. C'est même glauque un peu. Ça devient glauque à des niveaux et il y a énormément de glauque dans l'animé. Je vais pas tout décrire parce que déjà ça mettrait une chronique de 50 minutes et surtout ça spoilerait un peu tous les détails importants de Evangelion. Mais clairement déjà Evangelion, tu ne peux pas juste regarder une fois l'animé et t'arrêter. Comme ce que j'ai fait en fait. Sinon tu rates beaucoup de détails en fait. J'ai raté, mais parce qu'en fait j'ai pas vu les films qui sont après la série. T'as pas vu les films et d'ailleurs. Et du coup je reste un peu sur ma fin avec la fin justement. Oui, la fin que l'on connaît entre guillemets de l'animé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que regarder une première fois la série ne sera pas suffisant. Oui. Parce que après avoir su toute l'histoire qu'il tourne autour de Evangelion, quand on reprend au début, on rencontre et on voit mieux des détails qui avaient été déjà prévus, même dans les films qui sortent aujourd'hui. Ouais. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de symbolisme dans Evangelion. Oui. Et on va dire rien n'est expliqué clairement. Et c'est un peu en fait au spectateur, à celui qui regarde, de deviner en fait et de comprendre. C'est une question de point de vue et il y a encore beaucoup trop de blanc. Tu en vas en parler de toute la question du symbolisme Je pense pas plus parce que par exemple dans l'idée de symbolisme, par exemple, je pense que tu voulais parler de par exemple le symbole de Zélé qui est en fait tout ce qui fait référence à la culture judéo-chrétienne et tous les vieux textes. Ça, je comptais en parler. Tiens, je vais en parler maintenant puisque de toute façon c'est pas un problème, je pense. Donc tout à l'heure on vous a parlé d'anges. Donc les anges qui attaquent l'humanité aux quatre coins du globe et on ne sait pas trop d'où ils viennent, mais par contre on sait qu'ils sont extrêmement puissants. Et pour combattre ces anges, ils ont créé les évangélions. Les évangélions, il y en a plusieurs. On a par exemple le prototype 00 qui est détenu par le NERF, le prototype 01 et le 02 qui arrivera plus tard. Oui. Je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent après, mais je ne vais pas en citer plus. Et donc chaque évangélion ont entre guillemets la force de pouvoir terrasser ces anges. Or, ces anges, d'où est-ce qu'ils viennent, on ne sait pas. Pas jusqu'à à partir de l'épisode, donc le dernier épisode de l'animé, et pour mieux comprendre les détails qu'il y a autour les films. Et encore, d'où viennent les anges, j'ai toujours du mal à comprendre parce que. Et justement, je vais essayer de t'expliquer. Il y avait un épisode qui était très rythmé, très beau, très intense. Mais j'ai rien compris. Oui. Je crois, même je l'ai revu 2 fois, En fait, il y a un truc qui m'a échappé. Les anges de Evangelion, donc il y en a présenté en tout, il y en a 18. Je ne citerai pas les noms, je ne citerai pas les particularités, surtout ceux des derniers. Il y a 18 anges qui apparaissent dans l'animé. Alors, je dis 18, mais dans l'animé, au départ, il y en a que, je crois, 13 qui sortent. Et il y en a d'autres qui vont sortir dans les films. Ah, oui. Dans les films que l'on ne voit jamais dans l'animé. Et il y en a même quelques-uns qui ont été sortis en prototype avec un livre des croquis donc de l'auteur de Evangelion. Et donc on sait déjà qu'il y a énormément d'anges donc dans les idées, etc. et même dans les différentes séries. Or, ces anges, on ne sait pas ce qu'ils sont. Il y a le premier ange, on nous le dit assez tôt dans l'animé. Le premier ange est un ange qui ressemble énormément à un Evangelion. Il apparaît blanc avec des ailes. Un ange. Oui, et ce premier ange. Bien vu ça. Mais justement, il n'y a que celui-là qui ressemble à un ange. En fait, après, ça se barre dans des formes cheloues. Ça, c'est le premier ange et c'est celui qui s'appelle Adam. Et le deuxième, c'est Lilith. Je ne vous dis pas plus. Attends, les 2 premiers anges, c'est Adam et Lilith ? Et oui, les 2 premiers anges, c'est Adam et Lilith. J'avais pas remarqué ça. Et justement, il y a une particularité avec ça. Et il faut que je revienne aux détails qu'on avait parlé, donc le Second Impact avant, et évidemment il y en avait un, je crois que c'était toi Tancred qui m'avait dit il doit y avoir un First Impact. Alors Tristan, non? Peut-être Tristan. Non, c'était Hugo. L'autre Hugo. Et je crois qu'il est temps d'en parler, parce que le First Impact en fait c'est une planète aussi grosse que la Lune qui s'est entre guillemets cognée dans la Terre et qui a laissé 2 sphères. Aussi grosse que la Lune? Oui. T'es sûr? Oui. Enfin, c'est un manga parce que... Dans le manga, le First Impact, ça s'est produit il y a 400 millions d'années. Ah oui. C'est la création de la Terre. Et c'est la création de la Terre avec la Lune. Et justement, ce qui a été laissé à ce moment-là, c'était l'œuf d'Adam.
Et enfin l'œuf. Je dis un œuf parce que pour l'instant on n'a pas de détails justement dessus. Non, c'est pas tant un spoil que ça puisqu'on l'apprend dans les 10 premiers déjà, mais surtout c'est assez important pour comprendre la suite. Ouais. Lilith est donc aussi en même temps arrivée sur la planète. J'en dis pas plus. Et il y a aussi la lance de Longinus à ce moment-là. Et tu me paumes là. Alors, en fait, avec ce premier choc, avec le... c'est pas possible. Fallait que ça éclate, hein. Super. Bon, en fait, avec le First Impact, donc il y a eu la création de la Terre, donc le début de l'humanité qui a été engendré plus tard. Et il y a eu 3 choses qui sont rentrées, enfin 4 qui sont rentrées entre guillemets dans l'atmosphère terrestre. Bon, évidemment la planète qui est tombée dessus, on n'a pas de nom dessus. Le First Impact, je crois que c'était le nom pour la planète. Il y a Adam, Lilith et la lance de Longinus. Et justement, ces 4-là vont engendrer l'humanité. Et c'est donc à la découverte entre guillemets de Adam. Dans Evangelion, donc on nous le dit, c'est quand ils ont déterré Adam de sa prison que les anges ont commencé à débarquer. Les anges ont commencé à débarquer, évidemment, la Terre était bien dans la merde déjà, parce que à l'apparition de Adam, ce qui s'est produit, c'était le Second Impact. Donc c'était, ça se situe à peu près dans le Groenland, ou dans des régions hivernales, les premières, la découverte de Adam, et ça a détruit toute la région autour. Donc il n'y avait impossibilité à faire cultiver la vie sur plusieurs rayons de kilomètres autour du Groenland, situé à peu près. En même temps, ça reste un lieu paumé, donc. Ça avait beau être un lieu paumé, quand tu perds quand même une énorme partie de ta planète sous une raison cachée sous l'anonymat ou la confidence, tu te dis que c'est un peu bizarre quand même, hein. Genre t'as perdu la moitié enfin une bonne partie de la Terre et tu te dis mais c'est normal. Même si ça sert à rien, je pense que ça me ferait un peu chier que le Groenland disparaisse comme ça Ouais. Non mais surtout c'est le Groenland qui a disparu, mais toute la région autour était polluée. Enfin polluée entre guillemets, impossible à vivre. Adieu les aurores boréales. Adieu les aurores boréales. Ouais. Dans le sud. On a aussi. Mais non. Non, chut, tais-toi. Y a que... Clairement pas. C'est que au pôle Nord les aurores C'est que au pôle Nord et au pôle Nord et en Finlande. Donc dans les environs. Bah, ouais. Enfin, continue. Je vais continuer sur Evangelion après ce petit blanc. Par rapport à la circonférence de la Terre. Ton micro est pas allumé. Si, il est allumé mon micro. 1, 2. Eh bah tu ne sais pas parler dans un micro. Non mais pour une fois qu'il parle pas trop fort, encourage pas s'il te plaît. Moi ça me dérangerait pas, franchement pas surtout. Hein on en parle. Bon, Donc on va revenir sur Evangelion. Pas du tout. Ouais, je vais revenir sur Evangelion parce que de toute façon je sais parler que de ça. Donc c'est comme ça que l'humanité entre guillemets a été engendrée après le First Impact et les anges ont commencé à apparaître après le Second Impact. J'en dis pas plus à propos des impacts parce qu'il y a encore énormément de détails et je vous ai fait qu'un résumé, même s'il y en a qui vont dire que c'est du spoil. Ouais, parce que n'est-ce pas Miss Météo, hein? T'en as quand même beaucoup dit. J'en ai beaucoup dit évidemment parce que pour présenter Evangelion il faut déjà avoir un minimum de base, parce que si t'as pas l'idée ou l'image d'un Evangelion à quoi ça ressemble, c'est déjà assez compliqué de s'imaginer les anges qui arrivent autour. Rien que par exemple quand tu vois Matarael, tu sais c'est l'araignée géante, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a beaucoup trop d'anges différents. Ouais, mais je pense que c'est pas plus mal non plus de commencer Evangelion avec quelques bases. Parce que moi, quand j'ai attaqué ça, je connaissais rien. Moi, quand j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé, mais j'étais un peu paumé. Moi, quand j'ai commencé Evangelion, je savais déjà à peu près à quoi ça ressemblait. En fait, j'ai un ami qui avait prêté à mon père il y a des années, c'était genre il y a à peu près, je me dirais, 8 ans. Il y a 8 ans, il avait pris le DVD de Evangelion et il l'avait regardé en fait. Et donc j'étais à côté et je suivais un peu l'histoire. Et évidemment à ce moment-là je n'avais strictement rien compris, je pouvais pas comprendre tous les détails, il y en avait beaucoup trop. Mais surtout quand tu regardes un peu mieux après les détails de toute l'histoire qui tourne autour, rien qu'avec les films après ou la série originale, tu remarques tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas juste une série, tu te dis que tu vas regarder ça pour le plaisir. Parce que franchement, quand tu regardes ça, tu te dis mais c'est pas possible, tu ne peux pas prendre du plaisir. Moi, je serais capable de la regarder juste pour le plaisir de la regarder. Eh bah, Tristan, je te laisse le regarder la série, donc les 26 épisodes, et ensuite les films en fonction de la date de parution. Et tu me rediras après si tu arrives à me dire que c'est encore
Du plaisir. Du plaisir. Toujours. Très franchement, même moi qui est habitué énormément à, par exemple, des scènes violentes ou par exemple des sujets de psychologie dans le style Parasite, je suis assez habitué à ça. Evangelion, ça m'avait bien retourné. Hein. Tu ne sais pas à quel point j'ai fait des recherches sur Internet après pour avoir des détails et des infos. Alors, tu Parce connais que mon genre foutisme. C'est pas une... C'est pas le but que je veux dire ici. Ce que je veux dire, c'est que Evangelion, quand tu le regardes, tu veux en savoir un peu plus. Tu vas pas t'arrêter avant, ce serait vraiment dommage, ou sinon t'as pas compris l'histoire. Ou t'es juste un peu con, mais ça c'est autre chose, ça arrive. J'espère pas pour toi, Tristan, mais j'espère pas pour toi, Tristan, mais Non, mais il est con. Voilà. Bon, je suis con, je l'affirme, mais j'en suis fier. Et c'est ça bon. pire. Allez, reprenons notre histoire. Ouais, bah pour Evangelion en fait, c'est assez compliqué de le résumer déjà si t'as pas une base ou au moins regarder la série. Par exemple, même Tristan qui a regardé la série, je pense que tu es... Pas Tristan, Tancred. Tancred qui a regardé la série, je pense que tu es quand même un peu paumé avec toutes mes explications, je pense. Oui. Je Parce crois que, d'ailleurs que... En fait... Il n'y a pas qu'Hugo qui est fatigué. Non mais ce que je veux dire, c'est que Evangelion, si tu n'as pas une base ou si tu n'as pas une idée principale ou au moins regarder la série, c'est presque impossible de pouvoir la comprendre avant en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de détails à Mais faudrait que je la l'intérieur. revoie du coup. Parce que... Je pense que ça pourrait être une bonne idée de la re-regarder comme moi je l'ai fait. Tu sais, j'ai regardé 8 ans après, mais comme j'avais déjà des détails et des images, des souvenirs de l'animé, je m'en rappelais. Et franchement, si j'avais pas ça, je serais obligé de le re-regarder. D'ailleurs, là, avant le dernier film qui va sortir, le 4.0, je vais re-regarder toute la série entière parce que sinon, je suis obligé, je vais rater des détails. C'est juste impossible de comprendre. Ouais, mais toi, Evangelion. t'es un fou, tu regardes tout. Oui, à chaque fois qu'il y a un truc Non. qui sort, tu regardes toute la série à chaque fois. Alors, je regarde toute la série quand ça me plaît, évidemment, et parfois, d'ailleurs, je te le Bah, dis. j'espère bien que tu le fais quand ça te. Très quand tu clairement, le il y fais a pas, des quand ça te séries où plaît je pas, me suis quoi. très clairement, il y a des séries où je me suis arrêté parce que ça m'avait pas tant plu que ça. J'ai regardé que la première saison et je me suis dit ouais, bon fin. Bah déjà moi la Mais- première saison c'est... Mais Evangelion en Dès fait, le premier épisode, moi c'est éliminatoire. ouais, mais bah justement ça c'est dommage parce qu'il y a des animés qui commencent après ou un peu plus longtemps. Ouais. Bah quand on me dit que c'est bien, je me force, mais quand je découvre... Quand tu découvres, c'est vrai Quand que tu parfois, il y découvres, en a- parfois moi je m'arrête au premier épisode. Oui. Mais regarde pas Guilty Crown alors. On Ah bah, sent très le bien. vécu. Moi, faudrait aussi que je la regarde peut-être parce que je connais les 2 openings par cœur, mais j'avoue que j'ai jamais regardé l'animé. C'est non, Reborn. c'est Katekoshi Reborn. Non, Hitman Reborn. non. Arrêtez de me donner des séries, j'ai la flemme. Les premiers épisodes ils sont nuls, d'accord. Non mais 50. J'ai pas 50 épisodes à regarder entre deux. 13 épisodes en fait. Non mais j'ai vraiment clairement pas le temps de regarder Mais tu ne 213 dors pas épisodes. la nuit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai beau ne pas dormir la nuit, j'ai toujours des animés en retard. Je suis dans la merde, oui. Cet homme n'a Très pas clairement. notre temps pour le coup. C'est ça. Oh, non, moi j'ai pas le temps. Oh là là. Il dépense juste son temps autrement que nous. C'est ça. Bon, Je vais finir ma chronique sur Evangelion comme ça, Tancred, il pourra, Tristan, il pourra partir. Décidément, t'as du mal aujourd'hui, hein. Les deux, Bah, en tu veux fait, pas. C'est surtout déjà super compliqué de résumer Evangelion. Mais alors en plus, comme on m'a, tu sais, j'ai coupé la semaine dernière. Je disais que t'avais du Hein mal tu confondais beaucoup Tristan et Tancred. Mais Ah, ouais, non, mais ça c'est logique, hein, je le fais tous les jours, ça, hein, je crois. Hein. Non. non. Si. Non. Ah bon. Pourtant, moi j'ai toujours l'impression de vous confondre, hein, je sais pas. Vous Non, avez toutes les c'est deux. vrai que Tancred a un petit air de Tristan, mais non, Non, ils ont tous les deux une tête un peu bizarre. absolument pas. Tu insinues que je ressemble au singe qui est à côté de moi là? Oula. Excuse-moi, Tancred, je suis vilain. Tristan, je devrais dire, pardon, hein. Non, j'arrête. Bon, je vais conclure parce que là, sinon, ça va être beaucoup trop long. C'est et le beaucoup trop- bordel. Donc, pour finir, juste un petit mot de la fin avec Evangelion. C'est une série qui est assez compliquée à comprendre sur les bords et la regarder comme ça pour le plaisir au départ, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même énormément de points positifs qui sont intéressants à voir dans Evangelion. Et je pense que dans l'idée, un petit thriller comme ça ou un petit truc où il faut pas mal réfléchir pour essayer de comprendre l'histoire. Si par exemple vous êtes parti pour une soirée comme ça, vite fait. Non, ouais, clairement, moi, Une soirée, une nuit J'ai- tu veux dire? Evangelion, je l'ai fait en une soirée. Hein, donc, Avec les films, non? Attends, une si, soirée ou avec une le film, nuit? si, j'avais commencé à 1h de l'après, mais je crois que j'avais fini à 4h du matin. Si. C'est pas, c'est C'est plus qu'une assez soirée. précis, Akira. mais- Quand je disais qu'il dépensait son temps différemment de nous. Bah, j'étais en pas pour vacances rien. aussi. Bah justement. Ouais, oui. Voilà. Bon, j'ai dû manger entre les deux. Je me suis arrêté. Oh, c'est dur. Tu manges devant.
Non, mes parents ils sont à côté, ils veulent pas. C'est dommage, hein. Enfin bon, je vais. Oui, mais tu sais, parfois. Mais tu sais, Akila, parfois, au lieu d'enchaîner les épisodes, il faut prendre le temps de se poser, de digérer ce qu'on a ingurgité. Mais non, après, t'as pas le temps de regarder. Non, mais toi, on t'entend pas, t'as pas de micro. C'est pas grave. Non, mais comme ça, tu peux regarder d'autres animés après. Oui, mais tu ne profites pas. Ah, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce que tu vas en regarder plusieurs à la suite que tu ne peux pas en profiter. Non, J'avoue, parce que j'ai fait parfois, un c'est bien, marathon. c'est juste de s'arrêter, de prendre du recul pour dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer, et surtout pour Évangélion. Ouais, mais Surtout pour Évangélion. en marathon, c'est bien aussi. Ouais. Mais alors, Pour avoir fait une nuit marathon comme Surtout lui, il a pour fait, comprendre, surtout pour comprendre Evangelion et tous ces détails à l'intérieur, c'est juste impossible de s'arrêter pendant ne serait-ce qu'une semaine parce que après t'es complètement paumé. Franchement, il faut avoir une mémoire. non mais franchement, en 8 ans, je me suis arrêté, j'avais regardé toute la série, je me rappelais parce que j'avais des moments. Ah, mais je te demande pas de faire une pause de 8 ans non plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après 8 ans, j'avais beau avoir des bribes de souvenirs, j'en avais aucune idée de l'histoire. J'étais complètement Non, mais paumé. juste, t'étalonnes ça juste sur plusieurs semaines, Oui, mais- c'est tout. En une semaine, il regarde beaucoup plus d'animés. Donc, c'est pour ça qu'il. Oui, mais est-ce que la quantité prime sur la qualité? C'est pas la question, c'est juste qu'il veut. Attends, c'est beau, arrêtez-vous là, c'était beau. Les animés sont déjà une qualité, tu peux en avoir en question quantité. Ah bah non, parce qu'après tu fais une overdose. Une overdose, je suis désolé de l'annoncer, c'est quand tu prends de la drogue. Or, les C'était une animés, métaphore. Non, même or, pas. les animés, dans un cas, ça peut Même pas. l'être une overdose pour certains. Bon, moi, Alors j'avoue, même je la pas, regarde une énormément, overdose ne donc, suffit, voilà, mais n'est pas forcément dû à de la drogue. C'est juste trop de doses, Voilà. littéralement. hein, c'est- oui, mais C'est juste alors, trop de quelque chose. Mm. Tu peux être en Dans l'idée, surdose oui. aussi bien d'ion calcium et des trucs comme ça. à ce Ou une moment-là. overdose d'eau et c'est fatal. Ou une overdose de Tu conneries. peux mourir. Comme Tristan. Oui, moi je suis en overdose de conneries à 24. bon, Toi, pose t'as ce surtout micro, réglé toi. beaucoup trop fort. Non. avec ce micro, là. Bon, J'aime mon micro. Bon, ça part un peu partout. alors je conclus. ça part dans tous les sens. Evangelion, c'est une série qui se regarde assez rapidement, essayer de ne pas faire de pause. Mais bon, évidemment, comme Tancred, il va le dire, ouais, faites des pauses quand même, la qualité. Bon, voilà, je m'en bats les couilles. Mais par contre, le Evangelion va continuer jusqu'en 2020 et va s'arrêter ensuite. Et donc pour essayer de suivre un peu le phénomène qui dure déjà depuis un petit moment. Donc je pense que ce serait vraiment dommage de rater le dernier film et même la série des Evangelion qui est un chef-d'œuvre de l'animation japonaise qui est déjà depuis 95 et c'est pas mal quand même de tenir autant pour un animé. Oui. La plupart des animés, même One Piece a commencé bien plus tard et reste culte Ouais, évidemment. Mais Ouais, t'as fini. T'as dit tout ce que t'avais à dire? je pense que j'ai fini. Ouais. Donc Parce c'est que- assez C'est bon, Akila, Voilà. t'as fini Non, là parce que non, moi Ouais, je voulais faire une petite Evangelion, c'est remarque aussi. super compliqué. Hein. C'est en plus. Non, couper en deux, fait- c'est impossible. Je voulais faire une petite remarque, c'est que moi aussi je trouvais que c'était en fait un animé très complet par les thèmes qu'il abordait, par la qualité esthétique. Je crois qu'il avait déjà dit, mais en fait, même si c'est des combats de mecha, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait les combats, l'animation n'était pas brouillon, c'était assez fluide. Mm. Et en fait, juste le défaut, c'est pour la fin, parce que je crois alors. T'en avais déjà Juste- parlé l'année dernière. Non, je parce crois, qu'en fait, c'est pas, la fin, en fait, qui a été beaucoup critiquée, c'est que je crois que ils avaient plus le budget, mais Ouais. vraiment, et c'était juste un storyboard qui était animé. Et du coup, ce qui explique non, si c'est ça, et ça se voit. Pendant tout l'animé, ils font des astuces pour éviter de faire trop d'animation. Notamment, je crois que c'est l'astuce, c'est de mettre un papier devant la bouche des personnages. Comme ça, ils n'ont pas animé la bouche pendant. Ils parlent. Enfin voilà, ce genre de technique. Donc vraiment, je crois qu'à la fin, ils étaient en rate de budget. Et c'est pour ça que je crois que ça s'est fini un peu de manière assez abrupte. Et c'est pour ça qu'après, ils ont fait des films. Alors justement, ça c'est un mythe de Evangelion. C'est Pourtant, juste ça ressemble. l'animation à la fin, c'est de la merde. En fait, c'est non. tout. En fait, non. Non. Ce que veut dire Tancred ici, c'est que les 4 derniers épisodes, donc à partir de l'épisode 22, ça partait un peu n'importe où en fait, Oui. d'après les fans. Et Enfin, évidemment, il y a oui. des gens qui disaient en fait, la série qui avait publié donc Evangelion, la société, elle s'est dit c'est un peu compliqué et brouillon et pour tout réexpliquer, ça va être beaucoup trop compliqué. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient l'idée déjà des films après. Et donc ce qu'ils ont dit, c'est que justement il manquait de budget et c'est pour ça que ça a donné cette fin là, entre guillemets la fausse fin de Evangelion, et c'est pour ça qu'ils ont marqué la suite avec les deux films de 97, dont il y a le titre de l'un des films, c'était The End of Evangelion. Mais
très clairement, déjà, si on nous dit que sur cette série-là, il n'y avait plus de budget à 4 épisodes et qu'ensuite, 2 ans plus tard, ils nous sortent 2 films, clairement, bon, déjà, on aurait pu s'en douter, mais la société qui a donc publié Evangelion en 95 a dit qu'ils n'avaient pas de problème de budget et que c'était ce qu'ils voulaient animer. Et dans ce cas, c'est des gros radins. C'est pas des gros radins, c'est plutôt qu'ils voulaient faire cette animation-là exprès pour déroter les lecteurs, enfin les visionnaires. C'est pour aller voir les films. Je connais cette théorie. Mais donc je sais que c'est l'un des mythes les plus célèbres de Evangelion, mais non, ce n'est pas. Excuse-moi, mais tu vois, c'est un peu comment dire, quand un artiste fait de la merde et dit non, mais c'est de l'art contemporain. Vous pouvez pas comprendre. Ça fait un peu cet argument-là. Je suis désolé, hein, mais ça, justement, il va pas dire que c'est de l'art contemporain. Il va dire c'est ce que je voulais. Oui, non, mais... il y a pas de problème budgétaire. Et d'ailleurs, je sais plus dans quelle interview il avait dit ça, l'auteur, mais il a dit comme le sujet principal c'était la dépression, il voulait obligatoirement. Enfin, le sujet principal, la psychologie, c'était le traitement de la dépression. Et donc, les 4 derniers épisodes étaient faits exprès, justement, pour montrer cette voie, en fait. En tout cas, ils ont dû faire une grosse économie, hein, parce que, je vous l'ai dit, c'est du storyboard qui est animé. Sûrement. Je sais pas si vraiment ils ont gagné de l'argent là-dessus. Il y a même une scène où ils reprennent le réel, où ils ont filmé le monde réel. Donc, je sais pas, je pense que logiquement, ça a pas coûté d'argent. Je vois que le visage de Tancred est en train de se dire hey, mais j'ai pas vu un tel moment. Mais non. Si, tu l'as vu. J'ai une mémoire sélective. Si, tu l'as vu. Bon. Il y a une foule énorme dans le Japon. Il y a des gens partout. C'est un peu brouillé les images. T'as pas de souvenir Peut-être. Eh ben, tu peux re-regarder la série. Si j'ai le temps. Voilà. Donc, chronique suivante. Du coup, ouais, je pense. Non. Voilà. T'as fini, non, je pense. Je pense que si je continue à parler, je vais spoiler. Donc, faut que j'évite. Tancred, une dernière question, peut-être. Non, j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai posé mes questions. Donc, Bon, bah, nickel. Bon, bah, du coup, on va passer à la prochaine chronique. Peut-être la dernière chronique de la saison 6. Mon Dieu, peut-être. Et c'est Tristan qui l'a fait. Aïe. Et c'est moi qui l'a fait, la dernière chronique. Du coup, chronique, juste après le jingle. Vous entendez, portés par le vent, les bruits des tambours qui résonnent dans les plaines. 2 armées l'une face à l'autre. Quelques instants avant la bataille, et 2 cris de chants de bataille qui résonnent. L'un, pour Sigmar! L'autre, for the chaos! Et bien entendu, avec ces 2 phrases, je commence ma chronique. Yes! Oui, enfin. Alors, pour les gens qui connaissent l'univers, je pense que vous aurez déjà deviné, juste à la première phrase, de quel univers je vais parler. Je vais parler de l'univers de Warhammer. Donc, l'univers de Warhammer a été créé dans les années 1980, plus précisément en 1983, par la société Games Workshop, elle-même créée par les Britanniques Steve Jackson et Ian Livingstone. Donc, elle est tout d'abord apparue avec le jeu de figurines, très connu, mais n'a pas fait beaucoup de succès à son époque, du moins à sa sortie. Et en fait, est devenue célèbre grâce au jeu de rôle qui a été fait après, en première édition, 3 ans après. Dans la foulée, on a aussi le Warhammer 40 000 qui est très connu dans le jeu vidéo. Et dans les figurines aussi, non ? Dans les figurines aussi. Mais le Warhammer 40 000, tu le retrouves surtout en jeu vidéo. Il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites sur ce jeu. Ouais, bah, je l'ai d'abord connu par les figurines, moi, c'est pour ça que je dis ça. Oui, voilà. Après, tu as différents moyens de connaître le jeu. Tu l'as aussi bien sur les plateformes vidéo, sur les plateformes, les jeux de rôle et aussi les figurines. Ouais. Donc moi, je vais vous parler du Warhammer Fantasy. Donc le Warhammer médiéval. Sachant que le 40 000, c'est pas forcément... C'est le même monde, oui, plus ou moins. On est juste dans le futur avec des vaisseaux, des armes lourdes dans l'espace. C'est tout. Mais c'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre. Ça change pas, constante. Donc, pour la mise en place du monde de Warhammer, c'est un monde très manichéen. Donc, le bien contre le mal, ou plutôt ici, on va dire l'ordre contre le chaos. Avec, pour l'ordre, au niveau des factions, les royaumes humains, particulièrement. Avec, soutenus par les elfes, les nains, et on va parler aussi des hommes lézards.
C'est les gentils, les hommes lézards? Oui, ils sont contre le chaos. Mais même entre membres de l'ordre, des fois ça se tape sur la gueule. Hein. T'inquiète pas que ça arrive que des humains se tapent sur des nains ou inversement. Hein. Ah, ok. Ça dépend juste des relations politiques. Je me sens visé. Oui, pourquoi pas. Tapons sur les nains jaunes. Ça va fort. Oui. Et donc, pour le chaos, donc, nous avons donc tout ce qui est peuple du chaos, comme les démons. Hein, les démons, les hérétiques, donc tout ce qui est humain qui sont pour, les nains du chaos, les elfes noirs. Tous ceux qui ont sombré dans le chaos, non? Oui, voilà. On a aussi les peaux vertes. Donc, dans les peaux vertes, j'inclus orques et gobelins. Bonjour nos amis. Et nous avons aussi les Skaven. Qu'est-ce qu'un Skaven? C'est un homme rat. Faut pas chercher plus loin. Ah, et nous avons aussi les hommes bêtes. Puisque c'est une espèce à part. Le monde de Warhammer se base sur le nôtre. Il est bourré de références sur notre monde. Enfin, pas que sur notre monde, sur ses mythes, ses légendes et sur ses cultures aussi. Pour être assez simple, je vais diviser le monde en 3 parties géographiques. On va avoir à l'ouest Ulthuan avec le Nouveau Monde. On va avoir au centre le Vieux Monde et au sud les terres du sud avec un désert, bizarrement. Et à l'est... ce qu'il y a au-delà de ce qu'on appelle les montagnes du bord du monde, qui est la limite entre le vieux monde et l'est. Et au nord? Et au nord, en 3 zones géographiques. Donc quand je dis l'est, l'ouest et le centre, ça veut dire que je comprends la part qui va au sud et la part qui va au nord. On va commencer avec le vieux monde, hein, donc la partie du centre. Donc on peut le comparer avec notre Europe. Puisque nous y avons donc au centre les principaux royaumes humains, qui sont l'Empire, donc qui a plutôt une référence aux cultures germaniques. Pour information, la majorité des jeux et des histoires qui sont liés à Warhammer Fantasy se déroulent dans l'Empire, ou ont un rapport avec l'Empire. Après, on a la Bretonie, le royaume de la chevalerie. Quand je dis de la chevalerie, par exemple, si tu veux, tu as des références aux chercheurs aux chevaliers en quête du Graal, des pèlerins. C'est vraiment un royaume très, très fermé, non, mais vraiment sur la chevalerie, l'honneur. Oui. Et ce royaume, en fait, fait référence au Royaume-Uni et à la France, qui étaient quand même au Moyen-Âge reconnus pour leur chevalerie et aussi pour les légendes arthuriennes, à la recherche du Graal. Je crois qu'il y avait les Teutons aussi, non? On en parlait. Bon, continue. Je sais pas. Après, nous avons la Tilée, qui est, elle, référence à l'Italie. On a l'Estalie à l'Espagne, et ainsi que de nombreuses principautés frontalières qui ont plus ou moins des références avec telle ou telle culture. Au nord de l'Empire et des royaumes humains, nous avons les terres du chaos, avec des toundras désolées, habitées par des démons. Et plus on s'y enfonce, plus la folie et les chances de mourir s'agrandissent. Et au centre de ces terres se trouve un des portails du chaos. Il en existe un sud, on peut appeler ça des terres astrales, antarctiques, où il n'y a aucune âme qui vive, si, des démons. Et ces portails sont des liens directs avec les royaumes des terres, des immortels dieux du chaos. Pour les dieux du chaos, il existe 4 grands dieux du chaos. Nous avons le premier qui est Khorne, donc dieu du sang et de la guerre, dieu du sang de la guerre, et dont l'adage des fidèles, c'est du sang pour le dieu du sang et des crânes pour le trône de crâne. Parce que généralement, les démons de Khorne, ils ont tendance à décapiter leurs victimes et ils manquent toujours la tête. Oui. C'est un bain de sang, mais bizarrement, sur tous les cadavres, il manque la tête. Chacun son fétichisme. C'est ça. En deuxième dieu, nous avons Nurgle, qui est le dieu de la pestilence et des maladies. Donc généralement, quand vous avez une épidémie, c'est Nurgle qui est passé par là. Du moins, un de ses fidèles ou...
Dans l'Empire, généralement, les dates d'épidémie sont des dates liées à l'apparition d'un grand démon de Nurgle. En lien avec Nurgle, plutôt. En troisième dieu du chaos, nous avons un nom dont j'arrive jamais à prononcer, Tezenche, qui est le dieu de la magie. Parmi les dieux du chaos, c'est un dieu de la magie, dieu des mutations, malformations, du changement. Une phrase, un extrait que je peux vous dire, c'est par rapport à Tzentzech, c'est « Je t'observe, je discerne dans tes yeux la haine que dissimulent tes gestes précieux. Je t'écoute. Je connais la terrible noirceur qui se cache derrière tes habiles mensonges. Je t'attends à la frontière de la folie. Je savoure la souffrance de ton esprit. Ton désir de résoudre cette énigme. C'est dans les plus sombres abîmes de ton âme que je me suis niché. Dans ces ténèbres, j'attends mon heure. J'attends patiemment le moment où tes yeux s'ouvriront et où tu réaliseras que c'est uniquement par ma volonté que tu respires. Car je suis Tzenges et toi, tu n'es qu'une marionnette qui danse au son de ma mélodie. Donc c'est un dieu assez manipulateur qui a tendance à bien aimer donc le changement, certes, mais tout ce qui est aussi conflit et traîtrise. Les autres dieux sont pas mal non plus. Et nous avons le quatrième dieu qui est Slaanesh. Slaanesh qui, quant à lui, est plutôt dans la luxure. La luxure, notre ami la luxure. Donc, Slaanesh est aussi surnommé le prince du chaos. C'est un des titres qu'il a. Seigneur du plaisir. Le corrupteur, puisque lui aussi est très, très porté sur les humains, puisqu'il y a... la luxure, le cœur des hommes. Je mets fin donc à cette parenthèse sur les chaos. Et donc ces portails, comme je l'ai dit, c'est aussi une des plus importantes sources de magie du monde de Warhammer. Ouais. Juste là, c'est l'univers de Warhammer Battle que tu décris. Oui, le Warhammer Fantasy, le premier Warhammer, celui qui a été fait en 1983. Parce que moi, je m'excuse, mais en fait, mes seules références, c'est le jeu de figurines. Où je crois qu'il y avait l'univers de Warhammer Battle qui était du coup un univers plus médiéval tel que tu le décris. Oui. Et il y avait Warhammer 40 000. Oui, Warhammer 40 000 qui a été créé en 1987, donc peu de temps après. Ouais, je crois là la map c'est surtout l'univers. Oui, oui, c'est des et 40 000 ans de guerre. Mais parce que c'est marrant parce que il y a toujours les mêmes dieux, l'Empire aussi. Bah oui, mais Warhammer 40 000, c'est le futur du Warhammer Fantasy. C'est marrant parce que je crois que ça se passe 40 000 ans après et 40 000 ans après ils se tapent toujours sur la gueule. C'est ça. T'as toujours dans Warhammer 40 000, t'as toujours les hérétiques et le chaos d'un côté, l'Empire de l'autre, qui adore Sigmar ou l'Empereur. Pour l'Empereur. C'est ça. For the Empire, for the Emperor. Voilà. Très généralement ce qu'on entend sur les champs de bataille. Donc dans les montagnes qui bordent les royaumes humains, on trouve 3 races particulièrement. Donc on a nos amis les Fierna, différenciés des nains du chaos. Les Skaven, donc nos hommes rats. Et nous avons les gobelins de la nuit. Alors, gobelins de la nuit, c'est 2 espèces à part, puisque les gobelins de la nuit se sont habitués à vivre dans les cavernes et ont développer des spécificités par rapport justement à la vie dans les cavernes. Donc bouffer des champignons hallucinogènes, oui bien sûr, monter des créatures complètement bizarres qui vivent dans les profondeurs aussi. Et généralement tu mets un gobelin de la nuit avec un nain, c'est un combat à mort, hein. Ça cherche même pas à discuter. Ils ont un les gobelins de la nuit prennent les cavernes et généralement quand t'as une forteresse naine, ils y vont. Et très généralement, les nains, quand ils ripostent, merci, j'arrive plus à parler. Généralement, ils y vont à l'arme lourde. Et après, donc, les Skaven font la même chose. Hein. Ils arrivent en grande vague pour prendre les forteresses nains. Les nains font la même chose avec les Skaven pour reprendre leur territoire. Hein. Ça se bat dans les tréfonds, ça se bat aussi en extérieur. Hein. C'est le bordel partout. C'est un éternel cycle. Oui, c'est ça. Donc après au sud de ces royaumes, des royaumes humains donc que sont l'Empire
ainsi que les autres royaumes, on trouve les territoires donc, des tribus de peau verte. Donc on a des tribus uniquement de gobelins, des tribus uniquement d'orques. Et tout le monde se tape les 3 quarts du temps, non même pas les 3 quarts, 90%, 99% du temps, la gueule dessus. Ça veut dire que des gobelins vont s'attaquer à des gobelins et à des orques. Des orques, pareil. Tout le monde se tape sur la gueule chez les peaux vertes. C'est assez drôle. Et même, des fois, ça n'a pas peur d'aller taper le chaos. Mais pourtant, ils sont classés, entre guillemets, dans le mal. Chez les mauvaises personnes. C'est plutôt relatif. Hein. Puisqu'en fait, les peaux vertes sont aussi très craintes parce que lorsque tu as un chef suffisamment fort ou suffisamment rusé pour, voire les deux, pour réunir toutes les tribus pendant un temps, certes, toutes les tribus orques et gobelines, ça fait mal. Ce qu'on appelle une WAG. Ah oui. Bonjour, mais non, on va partir, non. C'est pillage, mort, destruction massive. Bah, je crois que dans le jeu, en fait, l'atout des orques, c'est le nombre, c'est ça? C'est surtout ça, en fait. Ils ont une puissance brute extrême, déjà, du fait de leur capacité pour les orques. Et derrière, les gobelins, c'est leur force du nombre. Ouais. Parce qu'un gobelin, ok, les gobelins tout seuls, ok, déjà que c'est dément et que c'est à faire un peu n'importe quoi. T'as 1 millier de gobelins qui t'arrivent sur la gueule. Bah, 1 millier. 1 million. Voilà, on va plutôt dire ça, 1 million de gobelins. Ok, ils sont faibles individuellement, mais bon, tu te fais submerger par un raz-de-marée, quoi. Oui, c'est ça. Dans l'histoire, une des célèbres WAG, ça a été ça a été lors d'une la 3e tempête du chaos, une tempête de magie, où les fidèles du Nord, l'idée par un servant des dieux du chaos, Archaon, qui a été béni par les 4 dieux du chaos. Donc l'idée, avec derrière lui des centaines de milliers d'hommes, de démons et autres monstruosités nées du chaos, sont descendus vers le sud pour détruire l'Empire. L'Empire et les autres royaumes humains. Donc les royaumes humains en mode « Bon, on va se défendre !» Tout l'Empire mobilisé, la Bretonie qui vient. Derrière, on a aussi la faction des contes vampires qui sont en mode ouais, mais on voudrait pas qu'on tue tout notre bétail, donc on va quand même aider les humains. Hein, tu vois? Les contes vampires, ouais, c'est les. Oui, les contes vampires ont une histoire assez particulière du fait de leur création. On a et il y a une voie qui a été créée par un chef orc qui a cru que Archaon le défiait. Donc il a réuni toutes les tribus, il a dit on va tous au nord et on va lui péter sa gueule. Et ils sont allés tous au nord, ils ont pété toutes les lignes de l'Empire, ils ont pété les lignes du chaos, démon, peu importe ce qu'il y avait en face d'eux, ils ont tracé. Le chef orc, il est allé devant Archaon, il l'a foutu à genoux, puis ils se sont cassés. Bonjour. Simple, efficace. Et je crois pour terminer pour les orques, une de leurs autres particularités, c'est qu'ils sont extrêmement cons, non? Oui, c'est pas très intelligent un orc. Voilà. Qualité. Ah ouais, c'est la quantité qui prime sur la qualité. Oui, c'est plutôt ça ici. Et juste une dernière question. Désolé. Oui, mais vas-y. La Bretonie et l'Empire, ils se foutent aussi sur la gueule ou non, généralement, l'Empire et la Bretonie ont d'assez les royaumes autour de l'Empire ont d'assez bons rapports. À ce que je sache, ça a pu arriver dans le passé, puisqu'avant d'être l'Empire, c'était plusieurs tribus qui ont été unifiées par Sigmar, donc l'empereur des empereurs, le tout premier, le dieu de l'Empire, entre guillemets. Et après, on a les différents royaumes. Après, ce ne sont pas les premiers royaumes humains. L'Empire, c'est le plus célèbre et dans l'époque où on est, c'est le plus grand et le plus puissant. Mais avant lui, si on retourne en arrière, donc si on va dans le sud, en continuant notre périple dans le sud, on arrive sur la Terre des Morts. Un ancien royaume humain, donc le royaume de Nekara, qui donc fut créé avant l'Empire et qui était plus immense, plus grand, plus puissant militairement, économiquement aussi parlant, et qui pouvait
te lever des armées plus impressionnantes et bien mieux équipées, beaucoup plus rapidement, plus grande capacité militaire. Donc Terre des Morts, qui est aujourd'hui extrêmement aride aussi, puisque c'est majoritairement un désert. Le grand fleuve qui est passé dans la Terre des Morts a été empoisonné. Il est rouge sang. Bon, donc t'y passes, il n'y a rien. Ah si, t'as des morts vivants. Oui, les morts se lèvent. Et le royaume de Nekara est divisé en nécropoles qui ont leur propre territoire, des cités-états, d'une certaine manière, avec de plus ou moins grandes armées dirigées par les rois des tombes. Donc anciens seigneurs qui ont été ramenés à la vie. D'ailleurs, ce qui s'est passé au niveau du royaume de Nekara, c'est que Nagash, un des seigneurs de son époque, dans sa quête de l'immortalité, puisque plus t'as de richesse, au bout d'un moment, les rois sont devenus un peu dingues et sont construits de grandes nécropoles où ils s'enterraient tous. Les Terres des Morts, le royaume de Nekara font référence à l'Empire, si vous l'avez pas capté. À l'Empire, à l'Égypte. Oui. Égypte antique avec ses grandes pyramides. Bah, je crois dans le style des... T'as les je crois que leur grand monument, c'est une forme de pyramide, non ? Oui, c'est des pyramides. Les nécropoles, c'est d'immenses pyramides. Voilà, et même dans Warhammer 40 000, d'une certaine manière, ils sont toujours là sous la forme des nécromicons. Je crois que c'est ça, Necronomicon. Non, Necronomicon, c'est le truc du go. C'est un autre truc. Mais oui, même dans le Warhammer 40 000, ils sont toujours là, sauf que ce sont juste des squelettes machines. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, c'est quand même d'une certaine manière, c'est... T'as beau avancer 40 000 ans plus tard, t'as toujours les mêmes espèces. Ouais, c'est ça qui est assez marrant. T'as juste les noms qui changent. Donc Nagash, dans sa quête de l'immortalité, a détruit tout son royaume. En partie par vengeance, en partie par je veux du pouvoir. Et donc il a transformé tout le monde en cadavre et puis en mort-vivant. Sauf que quand il se fait tuer, tous les morts-vivants meurent. Sauf que les rois des tombes, c'est que du fait des sortilèges qui étaient lancés sur les pyramides, sur leurs tombeaux, ça a eu un effet différent. Ouais. Le sortilège primaire a été modifié, ce qui leur a donné leur propre volonté. Et donc réanimer des anciens seigneurs avec toutes leurs armées, tous leurs prêtres, leurs femmes, leurs chevaux. Donc en fait les morts vivants sont morts, puis sont revus. C'est ça, c'est un peu ça. Des morts vivants morts, puis des morts vivants morts vivants. C'est un peu ça. Et c'est aussi à ce moment-là que les contes vampires ont été créés, puisque Nagash, c'est le premier nécromancien. C'est celui qui a, entre guillemets, inventé la nécromancie réellement. C'est, très bien. T'as 9 tomes, 9 livres, qui sont appelés les 9 livres de Nagash, qui sont les recherches les plus poussées en nécromancie. Voilà. C'est vraiment, niveau nécromancie, c'est le dieu. D'ailleurs, il n'est jamais vraiment mort. Il est derrière vous. Ils ont beau le tuer 2 fois. Il a été tué par les Skaven. Il a été tué par Sigmar des siècles plus tard. Il est toujours vivant du fait de sa pyramide noire qui a été construite avec un cercueil dans lequel il se régénère. Dommage, j'ai cru qu'il était revenu avec les 7 boules de cristal. Dommage. Non, peut tout avoir, bon, que veux-tu ? Arrête de filmer. Dommage. Non. Et donc, à l'ouest des Terres des Morts, on a un autre royaume humain qui est le royaume d'Arabie, qui est un peuple marchand et assez tolérant. Assez tolérant parce qu'en fait, les royaumes autour de l'Empire sont assez contrôlés par la religion. En particulier la religion pour Sigmar. C'est tout ce qui... dès que tu essayes de voir au niveau des magies, très rapidement, tu peux être traité d'hérétique. Même pour les mages, des fois, la frontière peut être ténue entre hérésie et non-hérésie, quoi. C'est ça. Alors que eux, ils sont d'accord pour que tu étudies la magie. Mais ils disent, tu veux pratiquer, tu pratiques ? Apportez les haches, on le décapite, c'est bon. Lui, il meurt. Mais je crois quand même dans l'Empire, il y avait quand même une sorte de magie, non ? Oui. Dans l'Empire, t'as des mages. Ouais. T'as des mages.
des mages de feu et autres. T'as des mages, mais en fait, c'est très contrôlé, ça reste contrôlé par la religion. Ouais. T'as une forte emprise de la religion. Tu regardes le Moyen-Âge en Europe, la religion chrétienne avait une emprise sur tout. Même par rapport au roi, la religion avait une emprise sur les rois. Ah bah oui, sacré roi de droit divin. C'est ce que je dis, ça a beaucoup de références par rapport à notre monde. Donc on continue encore dans le sud et on arrive sur ce qu'on appelle les terres du sud, avec une luxuriante jungle où on y trouve nos amis les hommes lézards, qui est parmi les civilisations les plus anciennes de ce monde encore vivante. D'accord. Et qui, avant le grand cataclysme, première invasion démoniaque, était le peuple le plus puissant puisqu'il contrôlait le monde, littéralement. Tu avais ce qu'on appelle les cités-temples, là où vivent les hommes lézards, partout dans le monde. Ça veut dire que même tout au nord comme tout au sud, tu trouvais des cités-temples avec des hommes lézards. Pas mal. Voilà. Maintenant, on va se diriger donc complètement à l'ouest. Donc, on va traverser l'océan qui sépare le vieux monde du nouveau monde et d'Ultar. Donc, Ultar, ça va être la patrie des hauts elfes. Et d'une certaine manière aussi des elfes noirs. Les hauts elfes, donc, très grands magiciens, mais surpassés par les prêtres Slann des hommes lézards, qui sont des dieux en magie. Les prêtres Slann, ce sont d'immenses grenouilles, mais qui par l'impensé te déplacent des montagnes et des îles. Voilà niveau magie. Les prêtres, par la pensée, les prêtres elfiques ne sont pas capables du tout de ça. Ce sont les hommes lézards qui ont pris le plus cher lors de la première invasion démoniaque, mais du fait qu'ils ont contenu les ordres démoniaques, ça a permis aux elfes acculés de créer le vortex de magie, qui a permis l'évaporation d'un peu tous les démons. Parce que les démons sont des êtres immatériels qui sont constants que grâce à la magie. Or, quand tu as les portails qui sont tombés, tu as eu un afflux d'énergie massive de magie à travers le monde, incontrôlable. Par le vortex, ça a permis de tout canaliser et de... Ah, c'est ça le vortex. C'est à ça que sert le vortex, en fait. Le vortex de magie canalise la puissance brute de la magie déversée par les portails dans le monde, même si au niveau des portails, elle reste libérée en permanence, incontrôlable. Au niveau des portails, c'est le bordel. T'as des démons, des mutations, t'as tout. C'est vraiment les démons sont bien plus puissants. Les trois quarts sont plus puissants de façon constante au niveau des portails que lorsqu'ils sont dans les terres, loin des portails. Lorsqu'ils sont loin des portails, une armée de démons, au moment de remporter une victoire décisive, peuvent littéralement se volatiliser. Du fait que les vents de magie ont faibli d'un coup, il n'y a plus aucun démon. Comme au moment où ils sont complètement laminés, tu as les vents de magie qui se renforcent et deviennent plus puissants. Et ils te défoncent tout le monde en face. Au gré de la météo, quoi. C'est un peu ça. Il fait beau aujourd'hui. Bon, on défonce tout le monde. Il se met à pleuvoir. Bon, on se fait entièrement fister. C'est un peu ce qui arrive par moment. Donc, en revenant sur nos elfes, donc très raffinés. Et la géographie même de l'île d'Ultuan est une référence à l'Atlantide. Ah. La géographie même de l'île est une référence à l'Atlantique. Les elfes sont aussi de grands voyageurs et de grands marchands. Leurs cartes sont très prisées, même s'ils ne les partagent pas, du coup, en précision. Tu vois, les humains, ils sont en mode, on pourrait aller leur taxer leurs cartes, s'il vous plaît. Non, nous ne voulons pas. Donc, un petit peu à l'ouest, on a cette fois le nouveau continent. À l'ouest d'Ultuar, nous avons le nouveau continent. Avec au nord, Nagaroth, qui est donc la terre où se sont établis les elfes noirs, suite à une dispute entre hauts elfes. Nagaroth qui signifie la terre froide désolée, si je ne me trompe pas. Et les elfes noirs sont assez affiliés au chaos, du fait des dissensions qu'il y a eu entre les hauts elfes et elfes noirs.
Au sud du nouveau continent, on a ce qu'on appelle la Lituanie. La Lituanie Lituanie, wouh. Ça, ça existe réellement. Hein. Merde, Lituanie, ville d'Europe de l'Est dont la capitale est Vilnius. Son climat est continental. L'histoire de la Lituanie est marquée. Sur la géographie de l'Europe de l'Est, c'est ma foi assez. Mais j'y suis allé. T'es allé à Vilnius? Oui. Tu savais que le maire de Vilnius, il roulait en tank sur les voitures mal garées? Tu as aussi vu ce magnifique what the cut? J'ai décidé ce magnifique what the cut. Merde. Aïe aïe aïe. Que je me reprenne, désolé. Très beau pays, mais c'est pauvre. La Lustrie, voilà, la Lustrie. Rien à voir avec la Lituanie. Oui, la Lustrie, c'est moi qui me suis trompé. Donc la Lustrie, qui est un peu le dernier sanctuaire bastion des hommes lézards. Donc les hommes lézards, c'est 3 factions, 3 peuples qui forment une société. On a donc les prêtres Oslan qui sont un peu les guides du peuple, qui sont aussi les êtres les plus proches de leur divinité, qui sont les anciens, créateurs du monde, et maîtres de la magie. On a les Saurus qui sont eux la case guerrière particulièrement des hommes lézards, presque quasiment insensibles à la douleur, férocité inégalable. Et quand généralement ils doivent tuer, ils doivent faire perpétrer des massacres, ils le font en règle. Vraiment, ils laissent personne de vivant. Ouais, des gros bourrins quoi. Quand ils doivent affronter les autres peuples, ils ne le font jamais avec de la haine ou quoi que ce soit. À une exception près, les Skaven. Les Skaven, ils les saquent pas. On voit du Skaven, c'est comme un nain face à un gobelin de la nuit. C'est pas de quartier, on détruit tout. Voilà, on tue tout. Élimination, et les hommes lézards sont les ennemis purs et durs du chaos. Puisque du fait de lors du grand cataclysme, qui a été disparition des anciens, les hommes lézards se sont un peu fait rouler dessus par le chaos. D'accord. Moi je crois que c'était l'Empire, l'ennemi juré du chaos. Bah, l'Empire est plus proche du chaos. Donc oui, c'est aussi un ennemi... pour l'Empire, c'est un peu son ennemi juré. Ouais. T'as des fois différentes, puisque le chaos, t'as 4 grands dieux principaux, mais t'as d'autres dieux plus ou moins mineurs. Par exemple, les Skaven ont le grand cornu, un rat à cornes qu'ils vénèrent, considéré comme dieu du chaos. D'accord. Voilà. Ça reste un ennemi du fait que ça reste un pays très majoritairement contrôlé par la religion. C'est comme les chrétiens face aux autres religions. C'est des infidèles, des hérétiques, on les tue, on les brûle, ou ils se convertissent. Ou les autres religions face aux chrétiens aussi. Et voilà. Voilà, généralement, voilà, les religions ne sont pas aussi différentes aujourd'hui entre elles. Et encore, même aujourd'hui, encore, t'as quand même beaucoup de tensions. Oui, parce que c'est 2 visions du monde différentes. C'est des visions du monde différentes, voilà. Donc, Lituanie, donc aussi, qui fait référence... Toujours pas. La Lustrie. La Lustrie, merci. La Lustrie est aussi référence donc aux Aztèques, aux Mayas, au peuple d'Amérique latine, qui était là avant l'arrivée des conquistadors. Nous avons aussi une référence aux Amazones et aux fleuves Amazon, où ils ont remplacé le Z par un X. Amazon. Un peu cramé. Voilà. Et donc, maintenant, on va se rediriger vers l'est. Donc, par-delà les terres, par-delà les montagnes du bord du monde, qui est la frontière qui va du nord au sud, qui part des terres du sud et qui remonte jusque dans le nord de l'Empire, limite dans les terres désolées du nord. Nous avons donc, toutes proches des terres, des montagnes du bord du monde, nous avons les terres sombres. Pareil, nous avons du peau verte, mais c'est majoritairement contrôlé par les nains du chaos. Les nains du chaos, en fait, là, c'est surtout une différence dans la gestion des ressources entre nains et nains du chaos. Les nains du chaos, c'est par exemple l'industrie d'aujourd'hui. C'est la capitalisation au maximum de tout ce qu'on a. Tandis que les nains sont plutôt, d'une certaine manière, ils conservent, ils gardent, ils gèrent leurs ressources. Ouais. Ils la capitalisent, certes, ils l'utilisent, mais pas au point de l'exploiter entièrement à fond. Tandis que les nains du chaos, ils ont des armements extrêmement puissants, certes,
mais ils sont aussi, eux, ils sont dans de la capitalisation pure, dure, intense, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui au niveau du capitalisme. Mais très bien. Quand je te dis que le monde est bourré de références à celui qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment bourré de références. Et les nains du chaos, ils ont des acquaintances avec le chaos plus généralement ou... Bah oui, du fait qu'il y a eu des dissensions entre le nain et le nain du chaos, au final, tu as 2 factions qui se sont créées. C'est comme avec les humains contre le chaos et pour le chaos. C'est tout. T'en as qui adhèrent au chaos, t'en as qui sont contre. T'as des nains normaux et des nains super dark. C'est ça. Les nains gothiques. Ils écoutent du Evanescence dans leur mine. Limite, ça serait possible. Donc après un petit peu plus après les terres sombres, une fois qu'on a traversé le fleuve pollué entièrement par les nains du chaos, on arrive dans les royaumes ogres. Ogres. Ouais, ogres. T'as d'autres espèces comme des dragons, les dragons ogres qui sont les civilisations encore plus anciennes que les hommes lézards. Oh ouais, non mais là... Mais là, on s'approche du mythique. Les royaumes ogres, t'es étranger, t'as 99% de chances de te faire bouffer. Voilà. Ah, c'est des ogres. Bah oui. Et plus on continue vers l'est, plus cette fois on retrouve aussi une île des dragons un peu au sud aussi, des royaumes ogres, où c'est une ancienne île d'hommes lézards, où cette fois, n'ayant plus de prêtres Slann, puisque contrairement aux autres espèces des prêtres Slann, les prêtres Slann ne se reproduisent pas. Donc ça veut dire qu'ils sont en voie d'extinction, puisqu'il n'y en a plus qu'une centaine, sachant qu'ils étaient des milliers auparavant, et que tu as eu une extinction massive des prêtres Slann qui sont sacrifiés en quelques secondes pour contenir l'avancée du chaos. Ils ont donné leur vie pour sauver le monde. Un beau sacrifice. C'est ça. Et donc les hommes lézards de l'île des dragons sont revenus à l'état sauvage. Donc c'est plus que des bêtes féroces qui se tapent sur la gueule. Des lézards. Les hommes lézards qui sont revenus à l'état sauvage. Chez les hommes lézards dans l'Ustrie par exemple ou dans les terres du Sud, ça reste des sociétés très organisées. Avec les skins qui vont développer tout ce qui est gestion, organisation de la cité-temple, les prêtres Slann en tant que chef d'État, les Saurus en tant que guerriers, même si tu retrouves des skins parmi les troupes guerrières en tant que archer, chasseur ou lanceur de harpon. Là, quand je dis que c'est vraiment l'état sauvage, c'est vraiment redevenu des animaux. Comme on peut parler des hommes bêtes, qui est une faction qui vit dans les forêts et les elfes sylvains qui sont des factions vivant dans les forêts aux alentours des royaumes humains de l'Empire. Voilà. Plus loin, donc encore à l'est encore des royaumes ogres, nous avons d'autres royaumes humains qui sont des références aux royaumes orientaux qu'on a chez nous. Il y a même un royaume qui s'appelle le Nippon. Je ne déconne pas. Est-ce qu'ils sont jaunes? Oula. Arrêtez-vous. Non, le Nippon. Trop du cul. Voilà. Pas un pour attraper l'autre. Voilà, c'est vraiment... leurs marchandises sont très prisées dans les royaumes du vieux monde, parce que c'est raffiné, c'est rare, voilà. Ouais, comme l'Orient. Mais généralement, quand t'as une personne qui va... C'est pas des nuits de danger pour une personne qui ne connaît pas la culture. Parce qu'il peut quand même se faire tuer. Oui. Parce qu'il a piqué le SP ou tel truc. Warhammer, c'est un monde de guerre perpétuelle. Oui, c'est un monde de guerre perpétuelle, mais calé sur notre monde. Ouais. En fait, puisque si tu regardes une carte du monde, très majoritairement, à part l'Empire avec les principautés frontalières et les royaumes de Bretagne, d'Estalie et de Tillé, tu retrouves une carte semblable à celle de la carte du monde qu'on a nous. Oui. Mais en fait, vu que c'est tiré... Le nouveau monde est tombé sur le nouveau monde. Oui. T'as des différences géographiques de grosseur. T'as l'Atlantique qui apparaît. Voilà. Donc c'est sur cette intro générale du monde assez conséquente, puisque je reste juste sur la géographie du monde, l'énonciation des différents peuples, et sur une certaine période, puisque l'Empire... donc très généralement, les histoires, les jeux sont basés sur l'Empire, et sur le calendrier impérial.
puisque c'est à ce moment-là qu'on a le plus de documentation entre guillemets. C'est marrant parce que tu parles comme si ça existait vraiment, mais en fait c'est un monde fictif. Ça existe vraiment dans nos têtes finalement. Et oui. C'est un monde fictif. Mais oui. Non mais genre parce que c'est dans plein d'œuvres, par exemple dans Game of Thrones, dans Seigneur des Anneaux, dans Star Wars 6, c'est plein d'univers étendus. C'est assez passionnant je trouve. Ouais, voilà. Ah bah oui, les univers étendus, c'est toujours rigolo. Et sachant que c'est quand même un monde complet et très... Ouais, en fait, ce qui est marrant pour Warhammer, c'est vu que c'était un jeu, et du coup, il fallait bien qu'ils se foutent sur la gueule. Et du coup, en fait, c'est un monde de guerre perpétuelle. Et même entre eux, ils se foutent sur la gueule parce que, bah voilà. Au fil des années, ça continue. C'est moins 1500, t'as la paix, l'âge d'or, jusqu'au grand cataclysme, arrivée du chaos, arrivée des portails sur le monde. Bon, cycle de guerre perpétuel. C'est bon, voilà. Boum. Et d'ailleurs, le jeu continue pour finir, le jeu continue toujours d'évoluer. De nouvelles choses sont ajoutées aussi bien sur le 40 000 que sur le fantasy. Parce qu'il y aura un temps avant que le fantasy rattrape le 40 000. Ah bah, Il y aura 40 000 ans. C'est ça. On a le temps de se préparer. Hein. C'est ça, sachant qu'on est que dans les années 1000 et quelques, les 3/4 du temps dans l'Empire. Donc on a 39 000 ans avant d'arriver. Oh bah on est là. C'est beaucoup trop long. Voilà. Comme cette émission même, d'ailleurs. Voilà, si on veut, les elfes dans 40 000, c'est les Eldar. Donc Eldar, Eldar noir. Les hommes lézards, ils sont toujours. Oui, les morts vivants. Oui, voilà. Je vais pas parler. Mort vivant. Yes, guerre. Voilà. Ça reste un sujet extrêmement énorme. On ne peut pas tout dire d'un coup. Donc c'est sur cette intro générale que je vous quitte. Sur cette dernière chronique donc de la radio de The Call. Ouais, ça aurait été un plaisir de cette grande équipe qui est l'équipe de The Call. Ouais. Je sais pas, on a un tout petit peu de temps pour laisser un dernier mot. En vrai, c'est peut-être pas la dernière émission. Je sais pas si on fait un truc vendredi, mais dans le doute, c'est au cas où si c'est la dernière chronique, je fais une chronique de 2 minutes. Les animés, c'est trop bien, n'est-ce pas voilà. Personne n'est contre autour de cette table. Très bien. Meilleure chronique. Dans ce cas, moi, je me fais un plaisir de faire une chronique. Je me fais un plaisir de faire une chronique Warhammer sur les hommes bêtes. Bon, vive les hommes bêtes. Du coup, personnellement, je voulais vous faire un grand merci pour ceux qui nous ont écoutés. Je sais que vous n'êtes pas des masses, mais quand même. Nous vous remercions beaucoup. C'est d'autant plus méritant de leur part. J'imagine que je peux parler au nom de la radio tout entière quand je dis que j'espère que cette saison vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est amusé de fou à enregistrer. Aquila, c'est toi que je regarde pour cette fin d'émission. On te fait confiance pour la suite. Hein. Vous avez déjà eu un petit extrait de Aquila qui prend la direction là en début d'émission. Franchement, déjà, tu sais, il y a Hugo et je lui enlève son travail. Hein. Je te vole ton travail. L'avenir de The Call repose sur tes épaules. J'espère que t'as la pression. Tout à fait. Non. Moi, je m'en fous. Enculé. Moi, je me pars de camp. Du coup, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. À la saison prochaine. À la saison prochaine. On écoutera. À la saison prochaine. D'immenses bisous. Au revoir.